En point d'orgue de cette matinée dédiée au local et à la relocalisation, nous avons voulu donner la parole à une personnalité emblématique du sujet. J'ai le plaisir d'appeler Anaïs Voix-Gillis à me rejoindre. Anaïs, vous pouvez laisser effectivement la place à Anaïs. Vous êtes docteur en géographie, vous êtes chercheuse spécialisée sur les questions industrielles au niveau français, à l'échelon européen. Vous êtes directrice associée de June Partners, cabinet spécialisé dans la transformation des entreprises. À noter, vous avez contribué avec June Partners à l'élaboration du rapport de l'assiette au champ relocaliser et accélérer la transformation des industries agroalimentaires au sein des territoires. C'est un rapport que vient de remettre la coopération agricole au gouvernement dans le cadre du projet de loi Industrie verte et financement des industries. Alors, tout d'abord, Anaïs, première question, un peu comme pour débuter la table ronde. La question peut paraître évidente, mais on a vu qu'elle était loin de l'être, qu'elle peut être complexe. Au fond, pourquoi relocaliser ? Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Et c'est une question en fait pleine de bon sens, puisqu'après des années de désindustrialisation, beaucoup de gens se questionnent sur mais est-il vraiment pertinent de réindustrialiser ? La situation n'est-elle pas bien telle qu'elle est ? Et il y a 4 enjeux derrière la relocalisation, en tout cas la réindustrialisation, puisque la relocalisation est un pilier de la réindustrialisation. Le premier, c'est des questions de souveraineté et d'autonomie. Comment est-ce qu'on maîtrise plus de production sur notre territoire pour réduire nos dépendances à d'autres nations, notamment dans un contexte géopolitique qui est celui qu'on connaît aujourd'hui. Le deuxième, c'est des questions de cohésion sociale et territoriale, c'est-à-dire la capacité de l'industrie à créer des emplois directs, mais aussi des emplois indirects. On dit en général un emploi direct dans l'industrie génère 2 à 3 emplois indirects, donc chez les sous-traitants et les fournisseurs de cette activité industrielle. Et les emplois induits, qui sont tous les emplois qui vont être liés à la consommation des emplois des personnes en emploi direct ou indirect dans l'industrie et à la fiscalité. Troisième enjeu, c'est la question environnementale, et ça semble souvent antinomique d'associer industrie et trajectoire environnementale, mais il faut se dire que plus nous maîtriserons des productions sur notre territoire au regard de notre mix énergétique et de notre bilan environnemental, meilleur sera, plus facilement nous atteindrons nos objectifs en termes de trajectoire carbone et plus largement de trajectoire environnementale. Et par ailleurs, et ça je sais que ça ne fait pas toujours plaisir à entendre, c'est nous ne pouvons plus nous déresponsabiliser quant à l'impact environnemental de nos choix de consommation. C'est-à-dire réindustrialiser, c'est aussi reprendre la maîtrise sur ces impacts environnementaux et assumer sur notre territoire notre responsabilité. Et la dernière chose, c'est la soutenabilité du modèle social français à travers la création de valeur sur le territoire. Merci d'avoir reposé ce contexte. Peut-être peut-on le préciser. Alors notamment, vous êtes parti de la question de la balance commerciale. Quand on regarde les chiffres, on est plutôt en train de... Voilà, on est en perte de vitesse. Oui, de manière globale en termes d'industrie, la balance commerciale française de biens est largement déficitaire. Aujourd'hui, nous importons largement plus de biens que nous en exportons. Et c'est également le cas dans l'industrie agroalimentaire. C'est-à-dire que si on regarde l'ensemble de la balance commerciale de l'industrie agroalimentaire, elle apparaît comme positive. Si on retraite les vins et les spiritueux, on se rend compte qu'elle est également déficitaire. C'est-à-dire aujourd'hui, on importe un poulet sur 2, on doit importer 58% de la viande ovine, on importe 28% de nos légumes, 71% des fruits. Alors bien entendu, il y a des choses que nous ne pouvons pas produire sur le territoire pour différentes raisons. La France est passée de la 2e place en tant qu'exportateur mondial dans l'industrie agroalimentaire à la 5e place en 20 ans. Et tous les postes se dégradent, que ce soit dans l'industrie ou l'industrie agroalimentaire. Mais Anaïs, quel paradoxe dans cette matinée sur le local, finalement, de regarder cette évolution négative. Comment on peut l'expliquer ? Est-ce que d'une certaine façon, on peut aussi se dire que si on perd des parts de marché, c'est que d'autres en gagnent et que d'autres pays deviennent aussi plus compétitifs ? Alors, il y a bien entendu la question de la compétitivité qui est un élément fondamental. Il y a la question de comment nous avons géré la question réglementaire et normalement des normes environnementales, c'est-à-dire que nous avons à la fois augmenté les contraintes environnementales que nous avons imposées à nos producteurs, et ce qui est sain au regard de nos ambitions environnementales, mais en parallèle, on laisse rentrer sur le territoire
des produits qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes, en sachant que plus on investit pour maîtriser notre bilan environnemental, plus ces investissements ne sont pas destinés à d'autres choses. Et donc on crée des biais de compétitivité à plein d'endroits et on ne donne pas les armes à nos producteurs pour s'armer face à ça. On est encore dans la question du pourquoi. On sait qu'on a traversé différentes crises, la période sanitaire, l'inflation des matières premières ensuite. Au fond, relocaliser, est-ce que ça peut être un gage de résilience, de résistance face à ces différentes crises qui ont notamment impacté la chaîne logistique ? Bien entendu, plus on produit à proximité, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un moment des ruptures d'approvisionnement, puisqu'il y a plein d'autres questions qui rentrent en jeu, mais la production locale, elle répond à un moyen de sécuriser ses approvisionnements. Elle est un moyen d'avoir une proximité renforcée avec son fournisseur. Et quand vous avez une vraie relation partenariale avec votre fournisseur, il ne va pas vous traiter comme les 10 000 autres clients qu'il doit fournir. Donc il y a déjà quelque chose qui peut se faire et de mieux gérer les chocs. Ça permet aussi une transparence sur la chaîne de valeur. Et la dernière chose, c'est un véritable enjeu en termes de création d'écosystèmes. C'est-à-dire comment est-ce qu'on redensifie les écosystèmes français par la meilleure maîtrise des chaînes de valeur sur le territoire national ou européen. Anaïs, rentrons maintenant dans le détail des défis. On a parlé compétitivité en le recontextualisant, mais quid justement de l'enjeu de la modernisation de l'industrie ? Alors pour l'industrie française et en partie, enfin de l'industrie en général, mais ce qu'on dit de l'industrie manufacturière s'applique en l'occurrence aussi très bien à l'industrie agroalimentaire. La grande différence, elle va se jouer sur l'amont, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on déconnecte ce qui se passe dans les champs et ce qui se passe dans les usines, alors qu'il s'agit bien de la même filière et d'enjeux à traiter de manière, pas forcément les mêmes réponses, mais en tout cas de manière commune. Donc, il y a 3 enjeux qu'on retient. On va traiter en plus de la modernisation. Il y a la modernisation, la décarbonation et la numérisation des usines. Exactement. Et donc, j'ai traité le premier sujet, modernisation et numérisation, qui sont liés. C'est comment est-ce que, déjà, on a des réflexions autour de l'industrie du futur ou l'industrie 4.0, donc un ensemble de briques technologiques qu'on peut intégrer dans les sites industriels pour aller vers une amélioration d'un certain nombre de paramètres influents de production quand on regarde ce que peut faire la data, de meilleure anticipation, meilleure prédiction de vente, de robotisation et d'automatisation pour réduire la difficulté au travail. Et donc, c'est considérer plusieurs choses. On disait la data, et il y a un vrai enjeu, notamment quand on commence à réfléchir sur les pertes de production, sur comment on dimensionne mieux les tailles de lot, comment est-ce qu'on essaye de ne pas avoir trop de produits qui ne seront pas vendus. Donc la data, elle sert à la fois sur ces prédictions de vente pour les améliorer, et elle travaille aussi sur la maîtrise des procédés de production. Enfin, elle a aussi un apport sur la maîtrise des procédés de production, et elle apporte une troisième chose qui est sur tout ce qui est transparence des chaînes de valeur, notamment avec ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la blockchain. Ensuite, oui, alors juste sur cet aspect-là, je voudrais revenir, parce qu'on est au cœur du salon CEFIA. Vous avez pu voir notamment que se développe la robotisation, et en particulier la cobotisation, c'est-à-dire des robots qui viennent en assistance des opérateurs. La France, par rapport à d'autres pays, est un peu en retard en termes de robotisation. Comment vous l'expliquez ? La France est très en retard par rapport à d'autres pays en termes de robotisation, même si depuis 2020 et ce qui a été mis en place dans le cadre du plan de relance, on tend à combler le retard qu'on a notamment avec l'Allemagne ou l'Italie. Enfin, d'abord l'Italie, puis l'Allemagne qui est beaucoup plus robotisée, automatisée que nous, puis des pays comme la Corée du Sud qui font partie des pays les plus automatisés. Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'avec la désindustrialisation, on a aussi désinvesti dans les sites industriels. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de sites industriels en France qui sont vieillissants, donc avec une forme de dette technique, et qui aujourd'hui ont un véritable enjeu d'investir massivement pour se moderniser, pour se robotiser, pour s'automatiser. La deuxième chose, c'est peut-être parce qu'on a une vision moins positive en France des apports de l'automatisation et de la robotisation. On a tendance à se dire automatisation et robotisation égale destruction d'emplois. Dans l'absolu, oui, mais si on regarde au global, non. C'est-à-dire qu'on recrée, si on a une vraie dynamique
industrielle. Le fait d'automatiser, si ça permet de garder une part assez conséquente de l'industrie dans le PIB, normalement permet de recréer de l'emploi ailleurs. Et donc, on trouve un équilibre. L'enjeu, c'est aussi qu'il y ait tout un écosystème. On est évidemment là au cœur du sujet de l'industrie agroalimentaire, mais l'enjeu des équipementiers, de leurs fournisseurs, est tout à fait crucial. C'est-à-dire qu'il faut créer effectivement véritablement des écosystèmes avec des liens plus partenariaux, en fait. Oui, c'est un des points faibles aujourd'hui de la France, c'est-à-dire qu'on a, avec la désindustrialisation, déjà, on était peut-être moins fort que d'autres pays dans tout ce qui était machine-outils, mais avec la désindustrialisation, on a vu qu'on perdait des industriels dans ce domaine, que ce soit sur la machine-outil, que ce soit sur de la robotique ou de la cobotique, que ce soit sur le soft, sur tous les logiciels qui peuvent être proposés aux industriels pour mieux piloter la production, même s'il y a des solutions françaises. Mais c'est aussi sur l'émergence de l'impression 3D, qui peut être une réponse sur les enjeux de personnalisation ou de production sur des marchés de niche ou directement sur le lieu de consommation pour contourner le sujet temps de changement de format qu'on peut avoir dans l'industrie quand on lance des productions. Et là, on se rend compte qu'on a finalement très peu d'acteurs français qui se positionnent, alors que la question de la souveraineté, elle doit se penser de manière globale et pas uniquement sur est-ce que je suis capable d'assembler des produits en France ou est-ce que je suis capable d'assembler des produits ou de faire des recettes en France avec des produits qui viennent du reste du monde. C'est vraiment essayer d'avoir les chaînes de valeur les plus intégrées sur le continent européen. Alors, ce que vous dites évidemment concerne tous les secteurs. On a parlé robotisation, digitalisation. On le voit aussi sur le salon d'énormes progrès en fait dans la numérisation des procédés de fabrication. Comment vous jugez justement l'évolution française en la matière, un peu même question que pour les robots, comparativement aux autres pays? La France, les acteurs français, les industriels français se saisissent du sujet. Maintenant, il y a un effort nécessaire d'accélération, et ce qu'on n'a pas précisé quand on parlait pourquoi est-ce que c'était moins fait, c'est aussi la question de la capacité d'investissement des entreprises dans ces sujets. On est quand même, notamment dans l'agroalimentaire, sur un secteur qui a des marges plus faibles qu'ailleurs et qui est vraiment confronté aussi à un défi énorme de décarbonation où les enjeux d'investissement sont conséquents et donc du coup tout le monde se retrouve à devoir faire des arbitrages. Alors même si l'investissement dans la décarbonation, parce que vous allez mettre de nouvelles machines à certains endroits, vous allez chercher de l'efficacité, peut être, et n'est pas non lié à la modernisation. Il y a des choix qui doivent être opérés dans un contexte économique complexe pour cette industrie. Voilà, alors on sort effectivement des négociations commerciales avec la grande distribution et pour me faire l'écho effectivement des propos de l'Association nationale de l'industrie agroalimentaire, c'est effectivement des années, plus d'une décennie d'érosion des marges qui créent aussi cette situation en venant altérer la capacité d'investissement. Robotisation, digitalisation, c'est aussi deux leviers sur deux éléments de réponse. Un enjeu clé du secteur alimentaire, c'est l'enjeu du recrutement. Vous le savez combien il est difficile de pourvoir à certains postes. Il y a un vrai enjeu d'attractivité, mais comment vous voyez effectivement les nouvelles technologies en élément de réponse à cet enjeu? C'est en effet très clairement une réponse pour améliorer la qualité de vie au travail, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va réduire le plus possible les tâches pénibles et sur ce sujet-là, il y a encore beaucoup d'efforts qu'on peut faire, notamment dans toutes les industries qui sont liées à la production et transformation de viande. Est-ce qu'on peut avoir des moyens d'automatiser la découpe, par exemple, des animaux? Donc ça pose la question de est-ce qu'on peut essayer d'avoir peut-être plus de standardisation sur les animaux qui vont rentrer dans les lignes. Donc ça, c'est des sujets où on voit qu'on a quand même pris le sujet à bras-le-corps, mais qu'on voit que d'autres pays sont déjà sur des niveaux d'automatisation un peu plus forts que nous. Alors, quand on dit d'autres pays, c'est-à-dire qu'on peut voir des cas d'industrie, des sites industriels qui vont être beaucoup plus automatisés, qui ont trouvé des réponses aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que globalement, l'ensemble de la filière est équipé de la même manière. Mais on sait que des solutions existent. On en trouve notamment au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas. Des solutions existent effectivement avec une amélioration des conditions de travail, une modification aussi des tâches en allant vers plus de valeur ajoutée pour les personnes qui pilotent les lignes.
On le sait, on est dans un contexte national où on parle beaucoup du rapport au travail des Français. Au fond, on sent bien que dans l'engagement dans une entreprise, y compris dans le secteur de l'industrie, il y a une question d'attractivité, de sens. Quel est l'impact de ces nouvelles technologies, justement, par rapport à la perception qu'en ont les futurs recrues, les recrues potentielles? Est-ce que c'est réellement positif ou est-ce qu'il peut y avoir aussi des limites à ce développement des nouvelles technologies? En fait, elles sont positives dans le sens où vous allez pouvoir trouver plein de sites industriels, vous allez trouver des gens qui vous vont dire mais attendez, moi quand je rentre chez moi, j'ai ma tablette ou mon smartphone, je m'en sers pour allumer l'ensemble de ma maison, descendre mes stores ou pour faire plein de choses et des choses qu'on pourrait transposer sur les lignes de production qu'on ne voit pas. Donc c'est finalement comment est-ce que certaines habitudes du quotidien peuvent être remises dans le quotidien de l'industrie pour essayer de faciliter la vie au travail. Après, il y a une réalité, c'est que certains métiers par nature sont difficiles. C'est une des industries, ça reste une industrie qui peut être dure, qui offre des carrières, il y a des choses, mais il y a aussi des postes qui restent difficiles. Et donc, de toute manière, il ne faut pas mentir sur la difficulté qu'ont certains postes et l'attractivité. Elle passe aussi parfois par la question de la rémunération, pas seulement. Mais c'est pas parce qu'on va faire une usine avec plein de gadgets. Voilà, il faut bien utiliser la technologie pour répondre à des problèmes clés. Et après, il y a d'autres questions qui peuvent se poser. C'est quel projet offre l'entreprise, quel apport comment elle intègre dans son modèle économique sa participation aux grands défis de ce siècle, et puis des questions qui sont beaucoup plus compliquées à résoudre pour l'industrie. C'est, par exemple, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui sont favorables au télétravail. C'est d'ailleurs une question, quand vous faites un recrutement aujourd'hui, presque tout le monde vous demande est-ce qu'il y a du télétravail possible, combien de jours par semaine. La réalité, c'est que dans l'industrie, sur les lignes de production, vous ne pouvez pas faire de télétravail. Et que si vous faites du télétravail pour vos cadres et pas pour ceux qui sont sur les lignes de production, y compris les cadres de lignes de production, vous créez un sentiment d'inégalité au sein de l'entreprise. Donc il y a des vraies questions qui vont être à poser entreprise par entreprise. C'est comment est-ce que l'industrie peut s'emparer de ces demandes d'évolution, de l'organisation du travail, du temps de travail. Et le défi est assez conséquent parce que ça demande vraiment de questionner les modèles et puis on ne peut pas toujours apporter les réponses que l'on souhaite. Effectivement, vous avez raison de le préciser, 2/3 des emplois ne sont pas télétravaillables et dans l'industrie encore davantage, mais ça veut dire travailler peut-être sur les amplitudes horaires, le travail de nuit et puis l'autre forme d'attractivité vers l'emploi qui peut être effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, la rémunération. Et puis aussi le cadre de vie offert dans le monde industriel, c'est-à-dire que l'industrie, elle a parfois un côté un peu froid, c'est-à-dire la qualité de vie au travail, on pense beaucoup à ce qu'on peut faire sur le poste et dans l'environnement du poste, mais c'est aussi comment je peux faire rentrer peut-être des sujets plus artistiques dans une usine. Quelqu'un me faisait une réflexion l'autre jour, une personne qui met des œuvres d'art dans son usine et on lui disait mais pourquoi tu t'embêtes à mettre des tableaux dans tes ateliers, et la personne a répondu très bien, moi je mets des tableaux dans mon bureau, donc pourquoi pas dans mes ateliers. Et c'est comment on peut faire du lieu de travail aussi un lieu d'épanouissement, l'organisation de concerts, l'organisation d'ateliers. Il y a plein de réflexions à entamer sur le sujet et je pense que la limite dans ces réflexions, c'est notre imagination. Et effectivement, alors on pourra vous opposer les conditions d'hygiène dans l'agroalimentaire, mais j'ai déjà observé effectivement, y compris au sein d'ateliers de production, pourquoi pas des cloisons qui sont décorées, qui mettent d'autres ambiances. Alors ça peut paraître anecdotique, mais évidemment dans une stratégie d'ensemble, ça vient créer un climat plus favorable au travail. Autre défi, Anaïs, la décarbonation. Quel est votre point de vue là-dessus ? Très vaste sujet parce que la décarbonation, je pense qu'il faut vraiment lier l'amont et l'aval. On sait que l'agriculture, c'est environ 20% des émissions de gaz à effet de serre en France. L'industrie agroalimentaire, c'est 2,5% des émissions. On ne peut pas traiter l'un sans l'autre. On ne peut pas rendre vertueuse l'industrie agroalimentaire si on ne considère pas le bilan environnemental des productions qu'on va transformer. Sur ces réflexions sur les scopes 1, 2 et 3. C'est un vrai sujet. Les ambitions qu'on a en la matière sont énormes. Elles vont reposer sur notre... Il y a plusieurs choses. La première, c'est la capacité des filières à avoir des approches communes sur la réalisation des bilans carbone.
Vous regardez à l'échelle d'une fédération, si par exemple, on préfère le défi, je n'ai pas vérifié du côté de l'ANIA, mais je suis à peu près convaincue que l'ANIA a une idée globale des émissions de GES de ses adhérents. Par contre, je suis à peu près convaincue que les bilans carbone réalisés à l'échelle des adhérents ne sont pas du tout faits de la même manière. Ce n'est pas du tout standardisé. Et donc, c'est difficile d'avoir des politiques de filière si, quand il faut descendre à l'échelon de l'entreprise, parce que la décarbonation se joue à la maille de l'entreprise, sans avoir de vision commune du poids carbone. Donc, déjà, savoir vision commune de ce que c'est, que les calculs soient faits de manière similaire, parce que un peu de tout. Parfois, on peut challenger certains bilans. La deuxième chose dans cette décarbonation, avant de venir plus sur l'aspect usine, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir un cadre européen unifié et comment on se donne des objectifs de décarbonation et on s'assure de la réciprocité en termes de bilan environnemental des productions qui vont entrer sur le territoire européen. Alors, on a des choses avec le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, mais finalement qui va assez peu concerner l'agroalimentaire. Vous ne pouvez pas demander, encore une fois, aux gens d'investir très fortement dans la décarbonation si vous faites rentrer sur le territoire des produits avec un bilan carbone beaucoup plus élevé. C'est une question de réciprocité, c'est une question de rééquilibrage de la compétitivité. Il y a des vraies craintes de distorsion de concurrence en la matière. Oui, il y en a. Et d'ailleurs, on peut même se poser la question intra-européenne où on a des mix énergétiques qui sont très différents. Regardez, aujourd'hui, la France, elle doit être à 85 grammes de CO2 par kilowattheure produit. L'Allemagne, c'est 500. Et la Pologne, largement plus. Alors, dans une heure, ça sera peut-être différent, mais en tout cas, il y a toujours un différentiel assez fort si je regarde ces trois pays. Et si la Suède, elle doit être aux alentours de 26 grammes. Il y a des choses qui sont à faire sur la question des procédés industriels en tant que tels. Donc, c'est l'électrification des procédés industriels, mais ce sont des marges qui sont extrêmement coûteuses. On parle en général plutôt de millions d'euros d'investissement que de milliers d'euros. C'est-à-dire, si vous devez changer, par exemple, électrifier une tour de séchage de lait pour faire du lait, de lait, c'est des montants qui deviennent colossaux. Vous avez la même question qui se pose dans l'industrie sucrière, donc vous avez vu qu'en ce moment, elle ne va pas très très bien. Exactement. Il y a la question derrière ça aussi de l'efficacité énergétique, mais qui finalement va être est un élément majeur, mais pas aussi important que la décarbonation. Et derrière ces sujets-là, ce qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on est en mesure demain d'offrir, ce qu'on dit électrification des procédés, électrification des usages, est-ce qu'on est capable d'offrir une énergie bas carbone à nos industriels en volume suffisant et à prix contrôlé ? Est-ce qu'on intègre dans ces réflexions bien la question du flux logistique avec l'optimisation des routes, du remplissage des camions, des alternatives au transport routier, donc des réflexions sur le fret ferroviaire, sur le maritime. C'est un peu chiant, mais en fait, c'est toute cette systémique qu'il faut aller réfléchir quand on parle réindustrialisation et décarbonation de l'industrie, et pas seulement ce qui se passe dans les usines. Parce que finalement, souvent, les usines sont un petit poids par rapport à l'ensemble de la chaîne de valeur. Et il y a d'autres réflexions à entamer sur l'économie circulaire, sur la récupération, comment certains déchets deviennent des coproduits pour d'autres. Et le dernier point qui, moi, me semble clé et qui reboucle avec la modernisation, c'est comment on réduit les pertes d'exploitation, les productions non vendues dans les sites et plus largement la question du gaspillage alimentaire, et là qui est plus une question sociétale. Merci Anaïs pour ce point. Ce que j'entends au fond, c'est que voilà, on a beaucoup parlé ce matin finalement des enjeux au niveau des entreprises, au niveau des usines. Mais là, les grands défis que vous venez de balayer, ce sont des enjeux nécessairement qui sont à prendre en charge collectivement. Alors, c'est le rôle des interprofessions et puis bien sûr des pouvoirs publics. Mais quels sont les leviers collectifs pour pouvoir répondre à ces grands défis ? C'est de fait en effet un enjeu collectif parce que il y a la question à un moment du soutien public dans ces projets de décarbonation. Autant les aspects modernisation, finalement, il y a des questions de marge, mais il y a aussi des questions d'industriels qui ont su faire des feuilles de route d'investissement sur le temps long, d'autres non. Mais sur la décarbonation, ça va être comment est-ce que l'industrie agroalimentaire arrive aussi à aller solliciter des dispositifs publics tels que l'ADEME, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est une industrie qui est un peu en dessous des radars. Quand vous parlez d'industrie en France, on pense industrie manufacturière.
quand on parle d'agriculture, vous pensez aux champs et aux fermes. L'industrie agroalimentaire, elle se retrouve finalement prise un peu avec l'agriculture et un peu avec l'industrie, mais dans les représentations, dans l'entre-deux. Donc elle a du mal à être une verticale traitée directement dans les appels d'offres de l'ADEME ou dans ce qui va être fait dans le cadre de France 2030, alors que c'est un enjeu stratégique. Là, avec l'industrie agroalimentaire, on a un véritable enjeu de souveraineté et de capacité à nourrir la population. Et derrière, il y a l'aspect collectif, et il n'est pas simple, mais un intervenant précédent, et je ne vais pas arriver à redire ce qu'il a dit, mais parlait qu'il fallait évoquer un peu le sens et aussi les questions d'imaginaire. Je pense que oui, David Garbous, en effet. C'est comment est-ce qu'on mobilise, on sort d'autres facteurs pour que les gens aient envie de se mobiliser et prennent conscience qu'ils ont aussi une responsabilité dans les choix de consommation. Je sais que la question du prix reste fondamentale, la question du pouvoir d'achat est un aspect central, et qu'on a sûrement des évolutions aussi à faire dans l'approche de l'agroalimentaire. Je pense que la stratégie de montée en gamme, elle est un peu antinomique avec l'ambition de nourrir un pays tout entier. Donc ces questions-là, il va falloir se les reposer, c'est des questions de politique publique, mais derrière, c'est comment est-ce qu'on travaille sur la transparence, la connaissance de l'origine des produits, qu'on va aller chercher de l'adhésion, et puis surtout comment on montre à chacun que 1 euro investi dans une production française, elle va irriguer dans toute l'économie. C'est 1 euro pour la France, à travers la consommation et à travers la fiscalité. Quand vous avez 1 euro d'un produit qui a été assemblé ou transformé ailleurs et qui vient en France, ce qui est injecté dans l'économie va être beaucoup plus faible. Et donc, finalement, en arrivant à travailler sur cette vision collective, on se rend service à tous, parce que c'est derrière la soutenabilité de notre modèle social. Et vous ramenez effectivement question de la rentabilité finalement de l'argent public investi. C'est des choses qui peuvent se calculer, justement, injecter de l'argent à travers des dispositifs d'accompagnement et de relocalisation. On a une idée du bénéfice que cela peut générer? Alors en général, aujourd'hui, je ne suis pas sûre que les dispositifs publics soient toujours les mieux dimensionnés, notamment parce qu'ils ont tendance à profiter, parce qu'on a des acteurs publics qui sont très segmentés. Donc on a des difficultés à faire des passerelles entre les différents dispositifs qui existent. 2, parce que le dimensionnement a tendance quand même à profiter plutôt aux grandes entreprises qu'aux PME, ETI. Alors ça dépend des dispositifs, mais dans le cadre de France 2030, il faudra faire le bilan, mais je ne suis pas sûre que les PME innovantes se le trouvent. Et d'ailleurs, c'est un autre message sûrement à faire passer, c'est qu'on est en train d'être dans une situation où on pense finalement qu'en France, les personnes qui savent innover, ce sont les startups. Et que les PME ne sont pas capables d'innover. Et donc, elles se retrouvent dans une espèce de zone d'ombre où elles ont des projets extrêmement innovants, mais comme elles ne sont pas des startups, elles ont de la peine à capter certains dispositifs, notamment dans les projets de relocalisation, où vous pouvez avoir l'ambition de relocaliser, mais pas forcément de créer une usine, parce que l'enjeu, c'est aussi d'aller saturer les lignes de production sur le territoire, parce que c'est la garantie des emplois d'aujourd'hui et de demain. Et donc, là, on est un peu, on a encore des efforts à faire en termes de politique publique pour avoir cet effet. Hier, lors de la conférence Usine Agro du Futur, on a parlé de certains dispositifs de financement qui finalement ne trouvent pas d'entreprises qui candidatent pour y répondre. Donc, on voit bien qu'il y a un vrai questionnement sur l'adéquation entre la diffusion, la construction de ces dispositifs et puis les entreprises ciblées. Je voulais revenir pour aller vers la séquence finale de notre conversation et de votre intervention sur effectivement ce qu'on perçoit le consommateur, comment effectivement gagner ce pari que le consommateur va devenir un acteur en fait clé de ces transitions. Alors David Garbous effectivement mettait en exergue la perception émotionnelle qui est centrale, la question du prix. On vit une période d'inflation qui est massive, qui est la répercussion de l'inflation des matières premières, des hausses de l'énergie. Quel est votre regard? Est-ce que ça ne va pas être finalement un frein à la relocalisation? La question du prix, elle est toujours centrale. Est-ce que ça va être un frein? Je pense qu'il y a des arbitrages qui seront faits.
Et en même temps, j'ai le sentiment que les gens sont de plus en plus attachés à l'impact qu'ils ont à travers leur choix de consommation. Si on raisonne de manière globale sur Made in France, on ne demandera jamais aux gens de consommer 100% Made in France. Mais si chacun fait l'effort d'augmenter, s'il est à 10%, de passer à 20% de consommation de produits français, de 50 à 60, etc., on aura un véritable effet d'entraînement sur l'économie française. Et ce n'est pas que le consommateur, c'est aussi les industriels à l'égard des autres industriels, c'est aussi la commande publique. Tous les acteurs, en fait, ont un rôle à jouer dans la réindustrialisation. Ce n'est pas uniquement un choix qu'on doit faire reposer sur l'individu. Oui. Parce que, encore une fois, c'est plus les choses vont aller mieux, plus derrière, on a la garantie d'arriver à travailler sur les rémunérations pour augmenter le pouvoir d'achat de tout à chacun. Et puis, il y a des questions qu'il faut se poser aussi derrière. C'est, alors, qui touchent peut-être moins l'industrie agroalimentaire que d'autres industries comme le textile, c'est de regarder qu'il y a un effort à faire sur sa consommation, qu'il faut consommer moins mais mieux, et que le mieux permet globalement une meilleure rémunération de tous les acteurs de la filière. Et donc, c'est aussi un des moyens de faire de la réindustrialisation quelque chose de pérenne. En conclusion, le mot de la fin, Anaïs, au fond, les grands enjeux que vous avez balayés, qui concernent l'industrie française dans sa globalité, ils concernent également l'industrie agroalimentaire. Il y a un potentiel de relocalisation pour ce secteur. Je pense qu'il y a un potentiel et je pense qu'il faut bien mettre l'industrie agroalimentaire au centre des réflexions en se disant que l'industrie agroalimentaire est une véritable industrie avec des procédés industriels et une capacité à gérer des problématiques de masse que ne savent pas faire d'autres secteurs qui ne sont pas dans l'industrie. Merci Anaïs, on peut l'applaudir pour cette intervention. Je vous propose de procéder à la séance de questions-réponses. Je vous rappelle que nous sommes diffusés en direct sur mysafia.com et que l'intervention sera disponible en replay sur la plateforme. Des questions, des commentaires, des demandes de précision. Eh bien, c'est qu'on a été... Oui, une question. Alors, merci juste de vous lever. C'est pour la retransmission qu'on voit d'où vient de la question. Et quelques mots pour vous présenter, qu'on sache qui vous êtes en posant la question. Thierry Lebihan, je travaille sur des projets d'économie circulaire dans le recyclage du plastique en Bretagne. Et justement, ma question pose là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, la relocalisation d'industries qui ont quitté une région sont encore possibles quand on voit la massification à l'échelle européenne d'un certain nombre d'industries? En fait, ce qu'on observe, Anaïs, c'est vrai, c'est une concentration, notamment dans les domaines des équipements et des fournisseurs de matériaux, par exemple d'emballage. Il y a des groupes de plus en plus gros qui se constituent à l'échelle européenne. C'est une très bonne question. C'est la question des économies d'échelle qui se pose dans plein de domaines. Et je dirais qu'il n'y a pas de... Alors vous allez me dire, je vais faire une réponse de Normand. Il n'y a pas de réponse unique à cette question. Il y a un moment la question de comment on va pouvoir rééquilibrer, de retrouver des équilibres économiques en se disant est-ce que la production à proximité, même si on est avec moins de massification de la production, permet de s'y retrouver. La deuxième chose, je pense qu'il y a des industries qui vont peut-être plus s'y prêter dans un premier temps que d'autres, et notamment peut-être des industries dans plutôt mécanique et autres. Mais il faut, en fait, à chaque fois, moi, je dirais que c'est pas impossible. Je dis pas que c'est possible, je dis pas que c'est impossible. Je dis qu'en fait, il faut poser la question du business case qu'on peut faire derrière et voir où on trouve le point mort économique. Et puis, à mon avis aussi, trouver des enjeux de différenciation matière, c'est-à-dire que les industries qui vont innover en termes de matière, et notamment sur le plastique, avec tout l'enjeu de sortie de la dépendance aux énergies, aux fossiles, aux énergies fossiles, des dérivés qui sont permis grâce à la production dérivée du pétrole, pourront donner un élan. Et en fait, je crois plus aux nouveaux projets industriels dans ces grandes industries massifiées qui vont créer une différence sur le marché que peut-être des industries déjà très installées où en plus il y a une concurrence féroce avec des acteurs qui sont capables d'être très présents dans les instances européennes pour bloquer des évolutions normatives. Donc,
Et est-ce qu'il n'y a pas une question de taille d'entreprise? On sait qu'en France, effectivement, on manque de TI par rapport d'entreprises de taille intermédiaire par rapport à l'Allemagne. Alors, je sais qu'on dit souvent la question des ETI. Et nous, notre spécialité française, c'est d'avoir eu des grands groupes qui n'ont pas forcément joué à l'égard du tissu productif. Mais il y a aussi un exemple d'un pays qui nous ressemble beaucoup plus que l'Allemagne en termes de caractère et d'habitude, qui a une balance commerciale largement excédentaire, qui s'appelle l'Italie. Et en Italie, vous avez très peu d'ETI et de grands groupes. Par contre, vous avez beaucoup de PME. Et la force des PME italiennes, c'est leur capacité à coopérer, à aller attaquer des marchés à l'étranger ensemble. Et nous, la coopération, c'est vraiment un problème critique en France. C'est-à-dire qu'on voit bien que les acteurs ont du mal à coopérer pour recruter, ont du mal à coopérer pour défendre parfois leurs intérêts, pour co-investir ensemble. Il y a vraiment mutualiser les achats. Je vais donner des exemples qui n'ont rien à voir avec l'agroalimentaire, mais dans le domaine de l'industrie du vélo, vous aviez beaucoup d'industriels il y a un an qui avaient du mal à sortir les productions parce qu'ils n'avaient pas les batteries qui arrivaient. Et ce que disaient ces industriels, c'est mais en fait, moi, je suis tout petit par rapport aux grands acteurs mondiaux qui vont commander des dizaines de milliers de pièces. On aurait mis ensemble, alors je peux entendre que tous les industriels n'utilisent pas les mêmes batteries, mais là, il y a peut-être des efforts à faire sur le plan R&D pour essayer de standardiser certaines pièces. On aurait mis tous les industriels du vélo ensemble pour essayer d'avoir 2 ou 3 types de batteries. Je veux dire qu'on aurait un autre rapport de force en termes de commandes par l'effet de massification. Et en plus, ça aurait eu un impact sur les prix. Et la question qu'il faut se poser, c'est oui, il y a de la concurrence française, mais est-ce qu'il ne vaut mieux pas se privilégier en tant qu'acteur français pour gagner des parts de marché ensemble que de ne pas être capable de sortir ses productions quand les Italiens, les Portugais ou les Allemands vont savoir le faire. Pour les Chinois, c'est plus compliqué puisqu'il y a une mesure anti-dumping. Donc normalement, les vélos chinois qui rentrent sur le territoire prennent une taxe. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs de redynamiser la filière du vélo en Europe. Bien, merci Anaïs pour finalement cette belle perspective. Pédalons ensemble et puis regardons du côté de l'Italie, effectivement les PME italiennes d'ailleurs très présentes sur le salon CEFIA, notamment dans le domaine de l'emballage. On a le temps pour une dernière question, une dernière intervention, commentaire. Si ce n'est pas le cas, je vous propose d'applaudir chaleureusement Anaïs Voigilis qui nous a fait l'honneur d'être présente parmi nous. C'est terminé pour la matinée sur le local. Profitez bien du salon et on vous retrouve très vite sur mycefia.com. À très bientôt.